On vous le dit, on vous le répète. La période est à la guerre économique. Chaque entreprise doit augmenter ses performances sous peine d'être rayée de la carte. C'est la loi du marché et c'est féroce. Chacun comprendra que cette concurrence exige un redoublement de l'effort. Du côté des salaires, bien entendu, des retraites et de la protection sociale, bien évidemment. Mais ce n'est qu'un début. C'est tout le droit du travail qu'il faut réformer. Depuis plusieurs années, les directions d'entreprise tentent d'affaiblir les dispositions sur le temps de travail. Elles dénaturent les accords de 1999 signés par toutes les organisations syndicales en instaurant des règles et des pratiques très régressives. Premier visé, les cadres. Cible élargie, l'ensemble des salariés. Tout le monde parle de temps de travail. Mais de quel temps de travail s'agit-il? Sur une journée, une semaine, un mois, un an? Et quand? Le jour, la nuit, le week-end? Et où? Pour quelle rémunération? Comment et pourquoi travaillons-nous? Et en travaillant plus, est-ce que nous travaillons mieux? Ces questions sont cruciales pour les salariés, car leur vie au travail et hors travail en dépend. Le CCE d'EDF SA vous soumet toute l'affaire. Chez nous, les cadres sont un bon indicateur du rapport au travail dans l'entreprise. Une enquête approfondie de 2009 révèle qu'en moyenne journalière, 42% des cadres d'EDF SA travaillent entre 8 et 10 heures. 43% entre 10 et 12 heures. 10% plus de 12 heures. Ainsi, 95% des cadres sont, par choix ou par obligation, en situation de dépassement chronique du temps passé au service de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, la direction a réussi à déconnecter le niveau des rémunérations du temps de travail réellement effectué. En surcharge permanente, la grande majorité de l'encadrement pourrait déléguer le surtravail. Mais à qui? Désolé, ni expert, ni appui disponible. Le surtravail est directement lié au nombre d'emplois dans l'entreprise. Pour le résorber, il faut embaucher, massivement. Ce que ne fait pas la direction. Pire, on constate une diminution des effectifs. Dans les faits, la direction fait du sous-effectif structurel un levier stratégique de rentabilisation des capitaux. Conséquence, les managers intermédiaires et autres cadres sont surbookés. Aujourd'hui, les indicateurs de souffrance au travail et de stress explosent. Dans les faits, la direction a imposé le travail intense et la durée excessive comme la norme usuelle. Salaire, emploi et santé. L'enquête pointe de graves dérives. Comment en est-on arrivé là? La direction dégaine le forfait jour assorti au contrat individuel d'objectifs et de résultats. Attention, ce mélange est explosif. Négociable dans un premier temps, les objectifs deviennent contraints. Et là, notre temps ne compte plus. Seuls comptent les objectifs fixés par l'entreprise. Les opérationnels doivent se débrouiller pour les remplir dans le temps imparti, indépendamment des moyens disponibles et des conditions d'organisation dans l'entreprise. Bang! Dans le contrat d'objectif, l'obligation de résultat se substitue à l'obligation de moyens. Devant cette obligation de résultat, le salarié, notamment le cadre, ne saurait mesurer sa peine ni compter ses efforts. Bang, bang! En travaillant plus pour une même rémunération, une partie de son travail devient ipso facto gratuite. Les objectifs fixés par contrat sont désormais le critère d'appréciation professionnelle des cadres et de l'ensemble du personnel. Bang, bang, bang! Vive la rémunération individualisée et aléatoire du genre rémunération de la performance contractualisée. Les qualifications, les diplômes, l'expérience, le collectif de travail, c'est has-been. Restez attentifs, car la suite vaut son pesant de sueur froide. Pour la direction, faire surtravailler, c'est déjà bien. Mais légaliser cette dérive, c'est encore mieux. Chapeau, voici son dispositif central. Le forfait jour. À EDF SA, les dispositions inscrites dans le projet d'avenant prévoyaient un accroissement possible de la durée du travail jusqu'à 13 heures par jour, 50 heures par semaine, de 200 à 232 jours par an.
Contractualisées individuellement, ces nouvelles amplitudes rendraient légales des pratiques que l'entreprise a déjà mises en œuvre. Oui, mais voilà, saisi par des organisations syndicales, le Comité des droits sociaux européens déclare dès 2005 le forfait jour en contradiction avec la Charte européenne des droits sociaux. En 2008, le Parlement européen confirme son attachement à une durée hebdomadaire inférieure à 48 heures. Moralité, ce forfait jour présenté comme la solution obligée s'avère antisocial, même pour la très libérale Union européenne. Qui peut croire qu'avec le forfait jour, plus la convention d'objectifs et de résultats, les termes essentiels comme la charge de travail, les délais et les moyens pour réaliser les activités seront maîtrisés par le personnel? Qui déterminera le volume de l'activité réalisable et sur quelle durée? 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour? Pour 200, 210, 225 jours? Et que deviennent les limites réelles du temps de travail quand la vie hors travail se fait vampiriser? Alors, autonome le manager intermédiaire et le cadre? Très peu. Car son activité et son temps de travail dépendent du travail des autres. Car les décisions techniques ou managériales importantes lui échappent. Dans la vraie vie, l'activité des cadres est de plus en plus contrainte. A fortiori celle de la maîtrise et des agents d'exécution. Le forfait jour est en fait la traduction d'une nouvelle trinité managériale. Mobilité, flexibilité, disponibilité. Sans contrepartie. Un vrai sac d'embrouille, cette affaire. Et pourtant, la solution est évidente. Parce qu'il a fait l'objet d'un engagement collectif de toute l'entreprise, l'accord sur les 35 heures à EDF et Gaz de France a permis de mener une réflexion sur les organisations du travail, le partage du travail, la satisfaction des missions, l'emploi et l'aménagement du temps de travail. Et selon les nombreux témoignages concordants, la diminution du temps de travail n'a pas joué contre la productivité de l'entreprise. Au contraire, 35 heures hebdomadaires permettent d'harmoniser la vie professionnelle, sociale et personnelle autour d'un temps de travail décent. L'amplitude journalière et hebdomadaire sont des repères communs. Ils sont la garantie pour tous d'une prise en compte des temps de présence légaux et additionnels, des temps de repos, etc. Le salarié est bien au centre du système productif. Car c'est la mise à disposition de sa qualification qui permet d'établir la valeur du travail et sert de base à la rémunération. C'est tout le contraire de la démarche d'individualisation dans laquelle la direction enferme les salariés aujourd'hui. La dérive est grave. Il est temps de remettre l'ouvrage sur le métier. Les salariés, les organisations syndicales et le comité central d'entreprise ne manquent ni d'arguments ni de volonté pour inventer ensemble un happy end. L'aménagement du temps de travail reste l'affaire de tous les énergéticiens, au sein des unités, dans les entreprises, dans le groupe. Réfléchissons, échangeons, décidons collectivement comment réduire le temps de travail, améliorer les conditions de vie, dynamiser l'emploi, préserver l'intérêt de l'entreprise. En 1999, nous étions d'accord pour travailler moins, mais travailler mieux. Aujourd'hui, pourquoi pas travailler moins, travailler mieux, travailler plus nombreux. Beau temps en perspective, non ?